Boko Haram, en déclarant le califat du Nord, c'est-à-dire des territoires sous son contrôle, a fermé la frontière. Et donc, étant donné que l'essentiel des importations, surtout de produits alimentaires, en complément de la production nationale, viennent du nord Nigeria, euh, l'action de Boko Haram va nuire dans quelque temps aux intérêts vraiment économiques du pays. Donc, et en plus, en s'étendant au Cameroun, toutes les voies d'entrée régulières et de sortie de marchandises du Tchad vont se trouver complètement bloquées, sinon perturbées. Et ça, je pense que ça va mettre le Tchad dans une situation économique difficile. La deuxième question qui est évidente et que tout le monde en parle, c'est le problème sécuritaire. Euh, Comme j'ai eu souvent à le dire, le Tchad est encerclé de tous les foyers de conflits, les conflits politico-militaires, et essentiellement l'œuvre des organisations islamiques radicales. Et donc, pendant combien de temps est-ce que le Tchad sera une île dans un océan d'affrontements armés? Moi, je pense que la pression jouant les relations interethniques, jouant la question du développement d'un débat euh, à l'intérieur de l'islam, jouant, le Tchad ne peut pas être exempt d'un conflit religieux dans lequel les radicaux de l'islam vont certainement agir contre l'islam traditionnel que nous connaissons, pacifique, convivial, de confrérie. Euh, la tendance n'est certainement pas à l'apaisement, mais beaucoup plus à la radicalisation à l'intérieur de l'islam. Et donc, comme le Tchad est plus de la population est musulmane, je pense que le Boko Haram représente pour nous, en tant que mouvement radical islamique, un danger de la radicalisation de l'islam au Tchad, ce qui va aussi nous poser un grave problème de cohabitation dans la mesure où il y a une grande proportion de populations non musulmanes qui sont surtout chrétiennes et animistes au Tchad. Et ça, la question de l'unité nationale va certainement prendre un coup. L'influence des pays du Golfe. On oublie de dire que l'islam concerne essentiellement deux continents, l'Asie et l'Afrique. Le reste, c'est vraiment des populations clairsemées hein, en Occident, en Amérique, tout ça. Mais l'Afrique et l'Asie sont vraiment deux continents visés par l'expansion de l'islam. Et donc, les pays pétroliers du Golfe investissent beaucoup en direction de l'Afrique subsaharienne, dans différents projets. En ce qui concerne le Tchad, l'Arabie saoudite, par exemple, est responsable de beaucoup de projets dits apprendre aux femmes à lire le Coran pour éduquer les enfants sur une base islamique. Vous voyez très bien que une femme qui est convertie au radicalisme, la prise en charge des enfants dans une famille est vite faite. Hein. Et donc, ces projets d'éducation islamique des femmes, des femmes musulmanes, pour qu'elles elles connaissent mieux la religion, ce n'est pas sans penser que c'est la religion version Arabie Saoudite. Donc, l'idéologie wahhabite, que partagent d'ailleurs la plupart des États qui sont sous un peu sa coupe, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït et les autres. Et donc, vous voyez actuellement au Tchad, on vit deux sortes de situations qui nous inquiètent. La première, c'est que l'islam radical construit partout des mosquées grâce à l'appui des États du Golfe. Même dans des zones où il n'y a pas grand monde euh, qui, qui est de confection musulmane, essentiellement vers le sud actuellement. Quand vous traversez le Tchad, vous avez affaire à des mosquées jusqu'à la République centrafricaine.
Parfois, c'est des mosquées non fréquentées, mais il y a une pratique de l'occupation des terres, de l'espace et des machins, tout ça, que cet islam est en train de mettre en valeur. Deuxième chose, non seulement il s'agit des mosquées, des lieux de culte et tout, mais les œuvres caritatives souvent sont l'œuvre de ces États. Et donc la santé, l'éducation et tout ça, et à travers les services de base, comme on dit de façon classique, les populations, même non musulmanes, sont prises en compte dans un processus progressif d'islamisation. Ouais. Et donc, le Tchad étant un pays laïque, toutes ces pratiques sont des choses qui nuisent un peu au caractère laïque de l'État, à la cohabitation pacifique entre les populations et les religions, qui nuisent à la diversité culturelle et tout ça. Donc c'est ça, tous ces phénomènes que nous vivons, pris en étau un peu par la puissance financière de ces États dont l'idéologie est essentiellement fondamentaliste. Boko Haram, je ne suis pas sûr de comment il est financé. Mais on souligne de façon non officielle une forte participation des entrepreneurs locaux, des officiers de l'armée, essentiellement du Nord, qui seraient mécontents de la gouvernance de Goodluck Jonathan, qui serait chrétien. En parlant de gouvernance, vous savez qu'il y a un principe dans la cité musulmane. La cité musulmane, il est convenu qu'un non-musulman ne peut pas gouverner une cité musulmane. Il faut un musulman pour gérer les musulmans. Et donc, du point de vue purement théorique, et bien tout ça, on voit très mal un chrétien en train de gérer les musulmans, selon l'islam radical. Ouais. Et donc, deuxième chose, le Nigeria a été longtemps dirigé par des chefs militaires, par coup d'État ou par élection, ouais, qui sont originaires du Nord. En ce moment, le fait que ce soit le Sud qui gère la fédération, est-ce que c'est une raison de frustration pour cette classe politique et donc dont on soupçonne la contribution financière à Boko Haram, sans ajouter des actions criminelles comme la prise d'otages, la vente de la drogue, dont on connaît plus ou moins les circuits de passage de ces produits-là. Et donc, Boko Haram se finance dans l'informel pour l'instant. On ne sait pas quel est le montant, qui le fait, comment se concentrer, mais une organisation dont l'écho que nous avons, c'est qu'il paye bien ses combattants. Pour pouvoir payer ses combattants, il faut avoir des ressources. Combien de temps ça va durer, ça, je ne sais pas. Idriss Déby, c'est mon président, avec tout le respect que je lui dois. Je suis au regret de penser que les problèmes de la région ne sont pas uniquement des problèmes de sécurité. Sécurité, développement, démocratie sont liés. Un dictateur ne peut pas donner des leçons à des pays dans lesquels ces variables sont gérées. Même si on conteste l'efficacité stricte, on voit quand même qu'il y a des pays où les gens sont soucieux un peu de l'état de pauvreté de leur peuple, ce qui n'est pas le cas du Tchad. Le Tchad est un pays de mauvaise performance. Grand pays de pauvreté, c'est connu, le PIB par habitant et le classement mondial. C'est un pays de mauvais progrès social parce que nous occupons le dernier rang en ce qui concerne l'IDH. C'est un pays de grande corruption, nous occupons le premier rang. Récemment, il y a quelques 2-3 mois, on nous a classés comme le premier pays de grande consommation d'alcool dur, autrement dit un pays alcoolique, plein d'alcooliques. Le Tchad n'a que de mauvaises performances.
Alors par rapport à tout ça, on contrebalance en disant le Tchad c'est un pays de guerriers, deux militaires qui font la casse. Idriss Déby c'est un bon militaire. Voilà, il est intervenu au Mali, il est intervenu en Centrafrique, il tend à remplacer Gaddafi. Le Tchad n'a pas les moyens de ses interventions militaires extérieures. Et si tout cela est fait, c'est au détriment des décisions concernant les écoles, la santé, les logements et la vie des Tchadiens. Une monopolisation des ressources du pétrole gérée en toute opacité. Hein. Même le Parlement, depuis 10 ans, n'a pas la loi de règlement qui montre comment le budget de l'État qui est voté est exécuté. Et donc, un monsieur qui prend les ressources du Tchad, qui les gère comme il veut, hein, et qui fait, joue cette opération de trompe-l'œil, hein, pour certainement jouer aussi au soutien et aux garanties qu'on peut lui apporter pour continuer de rester longtemps au pouvoir et je m'excuse du terme, mais de piller le pays. Et donc, tout le monde oublie que pendant la guerre de Libye, Idriss Déby était du côté de Gaddafi et que des milliers de Tchadiens sont morts, disparus en Libye, exportés par Idriss Déby. Et comme il a déclaré officiellement qu'il n'était pas intervenu en Libye, les Tchadiens, 3000 environ, sont passés en perte et profit, hein, dans cette histoire de la guerre de Libye. Alors, il est bien placé pour dire qu'il faut assurer le service après-vente. Je le laisse responsable de son affirmation, mais je constate que le Tchad peut jouer un autre rôle dans la région que le rôle militaire d'intervenir en RCA, au Congo, en RDC, au Togo, partout où on sollicite des militaires brutaux pour casser la démocratie, pour bâillonner les peuples. Le Tchad est là et répond présent, c'est regrettable.